Donc tout ça fait que beaucoup d'universités israéliennes en fait participent à l'occupation israélienne et participent à la situation d'oppression du peuple israélien. Il y a enfin à l'intérieur des universités israéliennes des gens qui travaillent dans des départements de sciences appliquées, qui travaillent directement aussi à la conception d'équipements militaires et qui ont donc des liens avec les entreprises que j'ai mentionnées et qui ont aussi des liens avec des entreprises européennes qui produisent des équipements militaires ou des technologies duales. Donc dans les grandes lignes, c'est ça le paysage en question. Merci beaucoup. Justement, pour encore plus préciser sur ces financements, comment est-ce qu'ils bénéficient donc à ces universités israéliennes actuellement? Alors, peut-être avant de parler stricto sensu donc des financements européens, vous dire ceci, c'est que ça a fait l'objet de certaines publications par des organisations de la société civile. C'est qu'il existe des liens entre des entreprises européennes qui fabriquent des équipements de sécurité, des équipements militaires, des entreprises qu'on a déjà mentionnées, Thales, Leonardo, c'est une grande entreprise italienne qui fabrique des équipements militaires, Saab, le fabricant suédois d'équipements militaires, etc. Et donc ces relations ne passent pas nécessairement toujours, ne sont pas toujours financées par l'Union européenne. Il y a des collaborations qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Je me permets aussi de vous montrer si ça vous intéresse pour avoir une idée. Donc il y a une association qui est basée aux Pays-Bas qui s'appelle Transnational Institute, TNI, qui a publié des rapports, c'est pas très bien en français non plus, mais assez détaillés sur ces questions-là. Et donc on voit qu'il existe donc ces relations en question. Mais et là, donc, je vais revenir sur des choses que vous avez déjà présentées qui étaient pertinentes. C'est qu'une partie de ces liens entre les entreprises européennes et les entreprises et les universités israéliennes, et parfois même avec des connexions avec les forces armées, c'est plus minoritaire, mais avec les forces armées israéliennes, sont en partie au moins financés par les programmes cadres, les programmes Horizon qui vous ont été présentés, les programmes cadres de l'Union européenne. En fait, donc, ces programmes mettent à disposition des universités de l'argent en grosse quantité. Donc vous avez entendu le chiffre, on va vers 175 milliards d'euros. Et en fait, habituellement, les universitaires créent des assemblages, des consortiums. Donc en fait, ils demandent de l'argent pour faire des recherches, mais ils créent des équipes de recherche. Et dans ces équipes de recherche, il y a d'autres universités européennes, des entreprises européennes, d'autres entreprises européennes. Mais vous l'avez aussi expliqué, à travers les accords cadres, en fait, on peut faire participer des institutions qui proviennent de pays étrangers. Un pays étranger hors Union européenne, ça peut être la Suisse, ça peut être la Norvège, qui vont pas mal bénéficier, mais Israël, et là aussi, vous l'avez bien indiqué, en bénéficie pas mal, à hauteur de, alors dans les années, je crois que au milieu des années 1990, en 2024, c'était à hauteur de 600 millions sur le programme précédent. Là maintenant, on va vers 900 millions, parce qu'il y a plus ou moins le chiffre que vous avez indiqué, enfin, le vôtre était plus précis, etc. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire en fait que les entreprises et les universités israéliennes peuvent bénéficier d'argent pour faire des tas de choses différentes. Donc ça peut être pour produire des médicaments potentiellement, ça peut être pour produire des matériaux qui sont plus légers, qui vont servir dans différentes industries. Mais il y a potentiellement des financements qui vont aller à des entreprises qui sont actives dans les technologies duales, voire dans le secteur de l'armement. Et le problème, c'est qu'on le sait. D'abord, on le sait, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là le savent. La Commission européenne le sait, le Parlement européen le sait, les gens, les experts le savent, les gens qui travaillent dans le domaine de l'industrie également sont au courant de ça. Et il n'y a pas eu d'initiative systématique en fait, pour essayer de faire le tri à minima. Donc, on peut faire simple, on peut adopter deux positions. Vous avez peut-être une position plus maximaliste qui consisterait à il faut couper tout lien avec les industries israéliennes. Je peux entendre cette position, donc elle est discutable, etc. Mais mon point de vue ici est plus circonscrit. C'est-à-dire que c'est sur les liens avec les industries israéliennes qui s'inclusent dans le domaine des technologies duales et d'armement. Je pense qu'en tout cas, si on se focalise simplement là-dessus, je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de données qui sont disponibles sur les sites internet. Quand on fait des recherches, quand les militants, genre du TNI,
où 2 associations font des recherches, il y a moyen de détecter déjà un certain nombre d'entreprises qui ont des profils problématiques. On sait que dans le passé, une entreprise qui produisait des drones, qui utilise l'intelligence artificielle, drones qui ont été utilisés à Gaza, qu'elle a perçu de l'argent de l'Union européenne. Alors, de nouveau, hein, c'est pas non plus, il faut quand même être un peu nuancé, c'est pas non plus des milliards pour produire des dizaines et des centaines de temples, mais c'est des collaborations en fait, qui sont hautement problématiques. Et normalement, si on fait bien un travail de recherche, je pense qu'il y aurait moyen de séparer ça clairement. Par ailleurs, on a un contre-exemple qui est quand la Russie a envahi l'Ukraine, ou plutôt a repris la guerre contre l'Ukraine en 2022. Là, les autorités européennes ont été beaucoup plus promptes à réagir et à séparer et à faire le tri. Ici, en ce qui concerne Israël, donc c'est beaucoup plus lent. Il y a eu des parlementaires européens qui ont réagi. La Commission européenne a réagi. Il y a des discussions, semble-t-il, au Conseil de l'Union européenne. Il y a, semble-t-il, 2 camps. D'un côté, il y a un camp, pour dire les choses de manière un peu brutale, il y a un camp allemand avec d'autres États qui soutiennent l'Allemagne, qui ne veulent pas faire la séparation. Et puis alors, vous avez d'autres États qui sont quand même plus en faveur de l'adoption de mesures plus strictes. Et la Belgique fait partie de ce deuxième camp. Il y a l'Irlande également, la Finlande, le Danemark, la Norvège. Et donc il y a des discussions, mais on ne sait pas précisément où vont aller ces discussions à l'avenir. Encore une fois, donc, je pense vraiment que, comme vous voyez, le travail qui est fait par certaines associations militantes qui ont a priori des moyens limités, vous voyez qu'il y a déjà, qu'elles parviennent quand même à faire apparaître pas mal de partenariats problématiques. Et je ne comprends pas que, enfin, si je peux comprendre pour des raisons politiques, certains décideurs responsables ne veulent pas aller dans ce sens-là, mais je veux dire que les institutions européennes, à mon sens, avec les moyens financiers dont elles disposent, je pense qu'elles disposeraient assez facilement des moyens de pouvoir faire ce tri si elles le voulaient véritablement. Merci. Pour revenir donc aussi justement au cœur de l'Union européenne où on se trouve finalement, quel risque aussi il y a pour les universités européennes à l'aune de ce tournant militariste que prend l'horizon 2028 et aussi quelles alternatives à la militarisation dans l'Union européenne est-ce que, peuvent émerger en fait dans nos universités et quelle part aussi nos universités peuvent prendre pour s'y opposer. Oui, alors merci. Écoutez, on a quand même un exemple au niveau de l'ULB et d'autres universités. Donc il y a ce qu'on appelle des comités des partenariats à risque, où il y a quand même des évaluations qui se font. Les universités en Belgique, des francophones et néerlandophones, à ma connaissance, je n'ai pas une connaissance extensive de tout ce qui se fait dans toutes les universités, ont des politiques différentes. Certaines semblent avoir des politiques problématiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'université de Liège qui voulait en fait développer avec Thales des roquettes dirigées avec de l'intelligence artificielle. Et donc il y a eu un mouvement au sein de l'université liégeoise. Personnellement, je trouve ça très problématique, notamment parce que Thales fournit des roquettes pas nécessairement guidées à l'intelligence artificielle, c'est un peu de développement, mais fournit ces roquettes à des États particulièrement autoritaires, des États qui commettent des exactions, notamment le Nigeria, où des roquettes de ce type-là ont déjà été utilisées contre des villages, ou des civils, en Papouasie occidentale également, et dans d'autres zones. Alors on a beau jeu pour le moment de dire qu'il faut assurer la liberté, la démocratie, etc. On parle de l'arsenal de la démocratie, mais il faut quand même se rendre compte que les armes qu'on fournit à l'Ukraine, qu'on utilise, qu'on destine à se protéger d'une éventuelle attaque russe, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, est-ce qu'elle est probable ou pas, mais que beaucoup de ces armes sont par ailleurs exportées dans des tas du monde, et qu'au niveau européen, donc, il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. En fait, c'est qu'on prétend qu'on développe des armes pour nos propres forces armées, mais les objectifs d'exportation sont clairement affichés à travers le rapport Draghi également. Donc l'idée, c'est que c'est un secteur qui exporte bien, donc on va continuer à exporter. Et les armes européennes en masse ont terminé en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'époque des printemps arabes, de la guerre au Yémen, etc. Et donc il y a vraiment un souci. En moyenne, les fabricants d'armes au sein de l'Union européenne, c'est assez constant, font approximativement 30 000 demandes de licences d'exportation d'armes par année. Donc c'est des licences aussi pour les États européens, pour des petites exportations. Parfois c'est juste pour une exposition d'armes, parfois c'est pour des grosses quantités.
mais sur 30 000 demandes annuelles, le taux de refus est inférieur à 1%, donc on bloque moins de 300 demandes d'exportation d'armes. Il y a des refus qui concernent Israël, par certains États européens en tout cas, il y a des refus qui concernent la Turquie, etc. Mais les taux de refus est quand même extrêmement faible et il est plus élevé chez certains États européens que d'autres. Donc ça pose déjà une première question, c'est-à-dire si nous, en tant qu'universitaires et chercheurs, on reçoit de l'argent de l'Union européenne pour fabriquer des armes ou des technologies duales, et qu'on nous dit que c'est pour défendre l'Europe contre la Russie, oui, ok, peut-être, mais on n'a aucune garantie que ça ne terminera pas ailleurs à un moment ou l'autre. Et ça, pour moi, déjà, c'est un problème qui est vraiment extrêmement important. C'est un problème qui est à la fois d'ordre éthique et d'ordre légal. Je dirais même qu'il y a des questions peut-être très techniques, c'est-à-dire que si un chercheur travaille sur le développement de roquettes et puis il se rend dans un État étranger pour discuter justement du développement de ces roquettes avec des collègues, même luxembourgeois, non pas luxembourgeois, c'est un exemple, mais peu importe, mais avec des collègues français ou espagnols, théoriquement, il fait sortir des technologies, des informations, donc il devrait même demander une licence d'exportation d'armes théoriquement à la région bruxelloise, ou s'il est liégeois à la région wallonne. Donc il y a aussi des questions vraiment techniques qui se posent en arrière-plan de ça. Aussi, donc, moi je pense que l'autre problème, qui est un problème qu'on rencontre dans certaines universités états-uniennes, pendant la guerre froide, donc dans les universités états-uniennes, on a vu le Pentagone, le département d'État, la CIA, qui ont financé beaucoup de recherches. Et ça a un impact en fait sur tout l'agenda de recherche dans les sciences humaines et dans les sciences exactes. Dans les sciences humaines et dans les sciences politiques, on a eu des départements qui faisaient de la recherche de relations internationales, d'études de sécurité, d'études stratégiques. Mais là où il y avait des départements qui faisaient ce qu'on appelle la peace research, la recherche sur la paix, le conflict resolution, en fait c'était perçu comme en fait, des espèces de gauchistes. Et pour pas déplaire au Pentagone qui finançait beaucoup d'autres départements, en fait on évitait de soutenir ces départements-là. Donc autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on accepte les financements de type militaire, ça risque par contre d'avoir un impact dans toute une série d'autres domaines potentiellement. Il faut être très prudent à ça. Et une fois qu'on met le doigt dans ce genre de financements qui sont importants, par après c'est difficile de faire marche arrière. Et là aussi on le constate avec l'exemple des États-Unis et encore plus avec l'exemple israélien. Je pense aussi que le but de l'université, c'est quand même de défendre des valeurs de démocratie, d'égalité, d'émancipation et de travail pour l'humanité. Et quand on développe des armes, c'est quand même très très éloigné de tout ça. C'est quand même un business. Ce sont des objectifs lucratifs et comme je vous ai dit, donc, il y a déjà beaucoup d'armes au niveau européen, donc avant de commencer à se précipiter pour en produire des nouvelles, on devrait d'abord se poser la question de est-ce qu'on n'en a pas assez pour le moment, se poser sérieusement cette question-là, et ne pas juste être dans les mots d'ordre, le monde est dangereux, etc. Donc tout le monde sait dire ça, c'est quand même un petit peu basique. Et puis si on veut vraiment parler de sécurité, d'insécurité, de risque, il n'y a rien à faire. Le principal risque pour le moment, c'est le réchauffement climatique. Et je ne vois pas très bien comment, en publiant des roquettes et des tanks, on va continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, je pense que l'argent devrait vraiment prioritairement aller à ce genre de choses-là. Voilà, je pense que j'ai répondu à